ne peut pas être totalement indépendant, mais ne subissons pas nos dépendances, choisissons-les. Quand on a eu des familles qui ont été marquées par la désindustrialisation, qui ont vu l'industrie comme un emblème des relégations sociales, il y a plein de territoires, quand on y va, les parents me disent « l'industrie, j'y étais, mais c'est pas pour mes enfants, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de carrière possible ». La France est considérée comme le pays le plus désindustrialisé d'Europe. On est dans un contexte où on pratique le dumping social et le dumping fiscal et le dumping environnemental. Il y a très peu de mesures anti-dumping appliquées par la Commission européenne. En tout cas, je pense qu'on va être dans une nouvelle ère de développement économique très régionalisée, des grandes régions, Amérique du Nord, Asie. On a le risque d'être pris en étau entre ces deux blocs qui finalement viennent déverser leurs produits chez nous. Et puis nous, on sera vendeurs de donuts et visiteurs de Tour Eiffel professionnels. Je sais qu'il y a encore des gens qui m'expliquent qu'il y a une souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a 27 souverainetés nationales. Une nation, normalement constituée, elle cherche toujours à défendre ses intérêts et l'intérêt de son peuple avant de défendre les intérêts d'une instance supranationale. Et je pense que c'est ça qui manque peut-être à la France, aux élites françaises. C'est de se concevoir en tant que nation et d'avoir un projet national pour les citoyens français. Ça ne veut pas dire du nationalisme, ça ne veut pas dire tout ça. C'est qu'est-ce qu'on veut, comment on se projette en tant que nation, comment on assume des rapports de force. Les rivalités de pouvoir, ça a toujours existé. C'est le fondement de la géopolitique, l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire. Prenons-en conscience et travaillons pour en tirer des choses à notre avantage. Anaïs Voigelis, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es un docteur en géographie, mais tu t'es particulièrement intéressé dans ta thèse au sujet de politique industrielle, de réindustrialisation, relocalisation. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais, pour qu'on soit bien d'accord sur les thèmes, nous expliquer ce que c'est concrètement l'industrie et ce que c'est la désindustrialisation ? Alors c'est une très bonne question pour commencer parce que finalement, derrière l'industrie, on a parfois du mal à se représenter ce qu'on met derrière. Et d'ailleurs, le mot industrie a fait l'objet de plusieurs débats ces dernières années pour voir quel périmètre d'activité on devait mettre derrière l'industrie. En général, quand on parle d'industrie, de désindustrialisation, de réindustrialisation, on pense principalement à l'industrie manufacturière. Donc c'est celle qui va consister à transformer de la matière dans le but d'avoir un produit fini, mais plutôt dans une activité de transformation de masse. Et dedans, on va trouver des activités comme la métallurgie, la pharmacie, la chimie et d'autres activités. Mais là où ça peut être intéressant, c'est que par exemple, quand on regarde les bases de données Eurostat, OCDE ou Banque mondiale, et qu'on veut se dire, bon, en fait, aujourd'hui, en 2022, c'est quoi le poids réel de l'industrie dans le PIB ? Parce qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent. Si je regarde la Banque mondiale, la catégorie industrie manufacturière, fabrication, c'est 9%, 9,2% de points de PIB en 2021. Si je regarde l'OCDE, je vais être à 10,2%. Parce qu'on a des considérations statistiques de périmètre qui ne vont pas être exactement le même. Et si je regarde la catégorie industrie, donc qui va plus loin que l'industrie manufacturière, que la fabrication, eh bien, je vais être à 13% du côté de l'OCDE et à 16% du côté de la Banque mondiale. Parce qu'en fait, c'est des classifications Citi. Et donc, certains vont prendre dans la catégorie industrie, par exemple, le traitement de l'eau. Donc, on a des visions différentes du périmètre de l'industrie. Et puis, on a eu des débats dans le monde académique sur se dire qu'est-ce qu'est l'industrie aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, une activité qui applique une logique industrielle et qui va traiter de la masse, du volume, avec des procédés définis et standardisés, est-ce qu'on doit la considérer comme une activité industrielle ? De mon point de vue, non, mais la question peut être posée. Et puis, on a certains chercheurs, par exemple, comme Pierre Bels, qui parlent aujourd'hui d'hyper-industrie, etc. Donc, il y a des visions assez larges. Après, si on vient sur la désindustrialisation, eh bien, on peut la définir assez simplement. C'est le fait d'avoir un recul du poids de l'industrie et de l'emploi du poids de l'industrie dans le PIB et de l'emploi industriel. Et la réindustrialisation va consister à augmenter le poids de l'industrie dans l'industrie dans l'économie d'un territoire, donc d'une région, ou à l'échelle d'un État.
D'accord, donc c'est beaucoup plus clair. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler comme ça de désindustrialisation. Mais c'est quoi les impacts concrets sur l'économie d'un pays quand un pays se désindustrialise? Parce qu'on pourrait dire, bon, après tout, il se développe, il fait d'autres choses, il n'y a pas forcément besoin d'industrie. Quelle est ton analyse sur ce point-là? C'est vrai que c'est un débat qu'on a eu, c'est-à-dire il y a eu tout un moment où un tournant dans l'histoire, le discours a commencé, je pense, à émerger dans les années 70 et puis s'est amplifié jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, où on a eu un dirigeant comme Serge Chourouk, qui est l'ancien dirigeant d'Alcatel-Lucent, qui a dit, conceptualisé l'idée d'entreprise sans usine. On avait aussi les représentations de la courbe en sourire, c'est-à-dire qu'une économie mature devait se concentrer sur les étapes en amont et en aval de la production, puisqu'on considérait que c'était là qu'on avait les tâches à plus forte valeur ajoutée, qu'on n'avait pas de nécessité à rester concentré sur la partie industrielle et que finalement une nation pouvait continuer à se développer en misant sur la recherche et le développement, sur l'innovation, sur l'invention de nouveaux produits et sur leur commercialisation, mais que l'étape de production n'était pas jugée critique dans la vie d'un produit et dans la vie d'une entreprise. Et le problème, c'est que la désindustrialisation, elle a eu plein de conséquences. Les premières conséquences ont été des conséquences sociales. On a détruit énormément d'emplois, on a induit des territoires dans des situations de crise. Et aujourd'hui, des territoires qui étaient fortement dépendants de l'industrie jusque dans les années 80, avant les grandes vagues de désindustrialisation, peinent à recréer une activité économique finalement pour compenser les effets de la désindustrialisation. La deuxième chose, c'est que avec la perte d'un poids de l'industrie, alors même s'il ne faut pas mythifier ce que représentait l'industrie en France, c'est-à-dire il ne faut pas s'imaginer l'industrie plus que ce qu'elle n'était, on n'a pas été un pays où l'industrie occupait 100% des personnes, etc. On a toujours eu peut-être des faiblesses structurelles dans notre tissu productif, mais la désindustrialisation, elle induit aussi une perte de contrôle économique, en tout cas d'indépendance, c'est-à-dire que moins on produit chez nous, plus on doit importer, et finalement, dans un contexte géopolitique pacifié, entre guillemets, on peut avoir un fonctionnement commercial peut-être simple et continuer à acheter comme on le souhaite, ce qu'on veut. Mais dès qu'on est dans une situation de tension géopolitique ou de crise, on se rend compte que finalement, s'approvisionner devient beaucoup plus complexe, qu'on a des phénomènes de rivalité de pouvoir qui émergent, qu'on peut avoir des ruptures d'approvisionnement et qu'on se retrouve finalement, nous, dans un pays qui se pensait pouvoir se passer de son industrie, dans une situation de dépendance et finalement peut-être à ne plus pouvoir assurer ses besoins quotidiens, à savoir se nourrir, se soigner, s'éduquer, etc. Et au-delà de ces conséquences de la désindustrialisation, on a aussi la question de notre production de valeur sur le territoire, comment on substitue la perte de création de valeur par la désindustrialisation par d'autres mécanismes de création de valeur. On a finalement pas tout, on a trouvé des alternatives, mais pas suffisantes. Et puis on se retrouve dans une situation où on a une balance commerciale qui devient extrêmement déficitaire, même si on la retraite de la question de l'énergie. Les chiffres pour novembre 2022, c'était un déficit de 160 milliards d'euros, qui est la balance commerciale la plus déficitaire de toute l'Europe, et de loin. On est dans des situations qui ne sont pas évidentes à gérer pour la France, et puis on crée d'autres dépendances auxquelles on ne pense pas forcément intuitivement quand on parle d'industrie. C'est par exemple, aujourd'hui on importe beaucoup de produits semi-finis et finis, et avec l'importation de ces produits, on importe leur bilan carbone, et en même temps on se fixe des objectifs carbone de réduire notre empreinte carbone, mais on se rend, par l'importation de nos émissions, on se rend dépendant d'autres pays. Donc, on se rend dépendant de leurs ambitions carbone et de la trajectoire carbone qu'eux-mêmes vont impliquer. Donc au final, si on devait résumer en 4 conséquences de la désindustrialisation, c'est une perte d'indépendance et d'autonomie. 2, c'est des conséquences sociales et territoriales avec un déséquilibre territorial, des familles qui ont été considérablement touchées, et phénomènes qu'on risque de revivre avec des grandes transitions technologiques comme on va connaître, comme la mutation du véhicule
thermique vers le véhicule électrique. C'est des conséquences environnementales, dépendance environnementale. Et enfin, c'est une conséquence d'équilibre économique par rapport à la balance commerciale et la soutenabilité de notre modèle. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Alors, quand on parle d'industrie, sans mythifier, parce que c'est évidemment des métiers aussi souvent très durs, on a quand même une image qui vient un peu en tête, qui est un peu historique sur un peu le 19e siècle. Et finalement, malgré le côté dur, j'insiste là-dessus, c'est ce côté aussi de l'industrie qui nous a permis de sortir de la misère une bonne partie du pays, de commencer à rentrer dans une société de consommation et plus simplement une société d'agriculteurs. Est-ce que tu peux nous faire un peu une rétrospective finalement de l'histoire industrielle du pays ? Oui, alors c'est une question qui est à la fois simple et complexe. Finalement, la France, comme le monde occidental en général, connaît la première, deuxième, troisième révolution industrielle. Si je me concentre à partir de ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres, on se rend compte qu'on produit sur le territoire européen un ensemble de biens courants. On avait des industries du cuir, textile, on avait toutes les activités qui étaient liées de manière générale à l'habillement. On avait notre autonomie alimentaire. On commençait à produire un certain nombre de biens nécessaires à la vie quotidienne, automobile, etc. Et on a une bascule, je dirais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a la période générale de Gaulle, qui a une conscience du besoin que la France soit indépendante, mais surtout indépendante vis-à-vis des États-Unis, et qui va penser à un certain nombre de grands programmes dans le cadre du commissariat au plan, avec les politiques de filière qui s'en suivront, pour assurer l'indépendance de la France dans un certain nombre de secteurs. Il y avait le secteur informatique, le secteur énergétique, le secteur du transport. Et donc, on va tourner, on va essayer de mettre en place un effort national pour maîtriser finalement le mieux possible l'ensemble de la filière dans ces domaines. Donc, on va réfléchir, par exemple, dans le domaine de l'énergie, comment est-ce qu'on peut maîtriser la filière nucléaire. On va réfléchir, poser les mêmes questions dans le domaine du transport. Et donc, on a une volonté affichée de construire l'indépendance de la France dans ces domaines-là, en sachant aussi que l'indépendance est toujours quelque chose de relatif, c'est-à-dire si je reprends le domaine du nucléaire, on est dépendant de nos importations en termes d'uranium. Dans d'autres domaines, on peut être dépendant notamment sur toutes les matières premières, dépendant d'autres importations. Mais en tout cas, à cette époque-là, en France, on avait une production d'acier, on avait une production d'aluminium, on avait quand même une capacité d'avoir une maîtrise assez importante de nos filières. Et on avait une réflexion qui était de se dire finalement, et ce qui est le cas aujourd'hui, qu'on devrait se poser aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on devrait raisonner aussi, c'est de se dire on ne peut pas être totalement indépendant, mais ne subissons pas nos dépendances, choisissons-les. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où on subit nos dépendances. Et puis, à partir des années 60, on commence à avoir quelques premiers phénomènes de crise dans l'industrie. Finalement, ça vient assez rapidement, notamment dans le domaine des aciéries. Avec la compétition de nos voisins italiens et allemands par rapport à nos capacités de produire certains produits, les dimensionnements de nos usines. Et on a premier, deuxième choc pétrolier, et puis le premier, pour dire les premiers délitements vraiment de l'industrie arrive au début des années 80, avec une amplification dans le tournant 95-2005, où là on a vraiment de grandes vagues de destruction d'emplois industriels, de délocalisation. Ce qui se passe aussi, c'est que dans le tournant des années 70-80, on a la révolution de la technologie d'information et de communication, ce qu'on va qualifier de troisième révolution industrielle, qui va amener un certain nombre de modifications dans les sites industriels, avec l'émergence de la robotique industrielle, l'automatisation d'un certain nombre de procédés. Et l'automatisation avec la robotisation vont amener aussi des destructions d'emplois,
par les gains de productivité qu'ils permettent. Et donc, en fait, quand on regarde des chiffres de destruction d'emplois industriels, il faut considérer trois paramètres. Un premier qui va être des phénomènes de fermeture d'usines et de délocalisation, qu'on voit surtout à partir des années... s'intensifier à partir des années 90. Et c'est tout le tournant aussi où on a des grands donneurs d'ordre qui vont s'installer, notamment en Europe de l'Est, et qui appellent avec eux leurs sous-traitants en disant, notamment dans l'automobile, notre modèle industriel est un modèle de juste à temps, c'est-à-dire quand on lance les productions, on doit avoir les pièces qui arrivent. Donc les sous-traitants, si vous voulez continuer à être nos sous-traitants, il faut venir vous implanter à proximité des sites qu'on va implanter dans ces pays. Et la troisième chose qu'on voit beaucoup à partir des années 80, c'est le fait que beaucoup de groupes décident. En fait, les groupes industriels jusque-là et d'autres entreprises avaient une logique d'intégration verticale, c'est-à-dire de maîtriser le plus possible d'étapes en leur sein, et vont décider pour certains de se recentrer sur les activités qu'ils appellent cœur de métier, et donc externaliser un certain nombre d'activités, les confier à d'autres sociétés. Et là-dedans, on va retrouver des activités de maintenance, des activités de nettoyage, des activités de gardiennage et un certain nombre d'autres activités, éventuellement des activités de transport, de logistique, qui sont assurées par d'autres acteurs. Et ce transfert induit deux choses. Premièrement, la sortie de ces effectifs salariés des conventions collectives auxquelles ils étaient rattachés. C'est-à-dire que vous étiez gardien d'une usine dans la métallurgie, vous étiez dans la convention collective de la métallurgie. À partir du moment où vous êtes confié à une autre société, vous sortez de cette convention collective et souvent dans des conventions collectives beaucoup moins avantageuses, notamment sur les grilles salariales. La deuxième chose, c'est qu'en termes statistiques, on passe d'activité industrielle, en général, à une activité de service. Et donc, on a des emplois qui passent du monde industriel au monde de service. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement relativiser la désindustrialisation, mais quand on considère les mouvements de désindustrialisation et de destruction d'emplois industriels, il faut aussi prendre en compte ces paramètres. Pour être un peu plus concret, j'ai envie de te faire agir à ce graphique, puisque sur Elucide, on aime bien faire des graphiques pour bien comprendre, aller au fond des choses. C'est ce qu'on fait sur notre site internet. Ici, c'est l'indice de production industrielle en France, donc finalement la quantité de biens que réalise l'industrie manufacturielle seule. C'est depuis 1994. Comment tu analyses ce graphique, qui est quand même assez interpellant par la tendance passée et la panne depuis la crise de 2008 qui ne semble pas terminée en fait? La crise de 2008, finalement, quand on la regarde en termes industriels, ce qu'on peut considérer, c'est qu'elle a été derrière nous en fin 2017, début 2018. Et d'ailleurs, on voit presque le point culminant de la courbe là, qui est en 2019 avec la chute du Covid, et on peut le lire en termes d'emploi industriel. C'est-à-dire quand on regarde les bases de données sur l'emploi industriel, on voit qu'on est en solde positif de création d'emplois industriels à partir du 4e trimestre de 2017, qui se poursuit en 2018-2019. Après, on a un effondrement en 2020. On repart en 2021 et 2022. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, 2022, je ne sais pas si on a l'année complète, parce que normalement, on devrait quand même avoir un peu un effet de la crise énergétique qui a conduit à la mise à l'arrêt. Il y a un peu de retard dans les chiffres, ça ne se voit pas encore, mais oui, ça ne va pas tarder. Dans la mise à l'arrêt d'une base d'un certain nombre d'unités, notamment chez les électro-intensifs, donc producteurs d'aluminium, producteurs de verre, qui ont arrêté soit des usines entières, soit des lignes de production en France. Et 2008, ça a été un trauma trauma. Le mot est peut-être un peu fort. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir des années 80, on considère que l'activité manufacturière, comme je disais, est quelque chose sur lequel on ne doit pas se concentrer. Donc, on est quand même un peu dans la gestion sociale de ce déclin industriel. Et on essaye de substituer ça en mettant en place des politiques en faveur de l'innovation, en essayant de se dire il faut qu'on dope l'innovation en France, il faut qu'on arrive à atteindre 3% de dépenses de R&D dans le PIB, ce qui est un des objectifs européens, et ce qu'on n'a pas atteint, et a priori, on n'est pas du tout prêt à atteindre, contrairement à certains de nos voisins européens. Et on est vraiment dans ces politiques innovation, le pôle de compétitivité, les clusters, on invente plein de choses. Et en 2008, 2009, du coup, il y a les États généraux de l'industrie, parce qu'on se dit, mais avec cette crise économique, on a une sorte de prise de conscience en disant, mais
on a perdu quelque chose avec notre base industrielle. Comment est-ce qu'on peut faire un rebond de l'industrie? À l'époque, c'était Estrosi qui était ministre de l'Industrie. Donc, on convoque les États généraux de l'industrie. On essaye de faire des choses. Ça continue 2012 avec les 34 plans d'Arnaud Montebourg et le ministère du redressement productif, etc. Mais très souvent, les réponses en matière industrielle, elles vont passer par des politiques d'allègement de charges, d'allègement de la fiscalité, un certain nombre d'aides publiques qui malheureusement ne se traduisent pas aujourd'hui en un rebond massif de cette production industrielle. C'est sûr que le redressement n'a pas été de longue durée, comme on le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant la crise énergétique, on était à 10% à peu près de moins que ce qu'on produisait en quantité qu'en 2007. Et donc, on est à peu près au niveau de 1997, c'est-à-dire qu'on est revenu 25 ans en arrière. Et là, on se dit juste, tiens, ça va encore plonger à cause de la crise énergétique. C'est quand même assez sidérant et triste, finalement, comme bilan. Oui, en fait, quand on regarde ce chiffre du poids de l'industrie dans le PIB, alors faut après, je considère en pourcentage, il faut regarder les évolutions en valeur, mais on est quand même, malgré tout, on est sur une pente douce, parce que quand on désindustrialise, on perd aussi les savoir-faire, on perd une partie de la culture industrielle, on perd aussi l'habitude de vivre avec l'industrie et peut-être certains risques qui sont inhérents à l'industrie et certaines contraintes que la production peut poser aussi. C'est bien de le souligner parce que justement, il y a des débats actuellement, parce qu'on a ces problèmes énergétiques. Alors certains disent qu'il faudrait peut-être refaire des centrales nucléaires. Alors je n'entre pas dans le débat pour ou contre, bonne ou mauvaise idée. Mais on se rend compte aussi que là, si on veut faire une centrale nucléaire, c'est ennuyeux parce qu'on n'a plus du tout les ouvriers qui s'y connaissent bien en soudure de ce genre de trucs qu'on avait formés dans les années 70, 80, 90 quand on en construisait. Puis comme on n'en a plus construit pendant un moment, ça a disparu. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre aussi que la perte du savoir, derrière, on ne refait pas des chaudronniers en 15 jours. Non, mais on pourrait citer le même exemple dans le textile. Notamment, il y a une entreprise qui a réussi quand même à reproduire en France, mais qui, au moment où le jeune entrepreneur a voulu penser son projet de développer des jeans made in France, il s'est heurté à la question de où est-ce qu'on trouve la compétence pour assurer la découpe, l'assemblage, etc. Et même le tissage de la toile sur le territoire français. Et ces exemples, on pourrait les multiplier par 10 000. On trouve aujourd'hui plein de gens qui ont envie de relocaliser en France et qui disent « mais en fait, je ne trouve pas quelqu'un qui va savoir me faire tel type de cuve, je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça ». Alors, ça passe aussi par le fait qu'on ne sait peut-être plus tout faire et en plus, on a une connaissance du tissu industriel qui est peut-être un peu faible. Et puis parfois, il faut aussi parfois qu'on arrive à accompagner les entrepreneurs dans les prises de risque, de se dire je vais aller explorer d'autres marchés, quitte à perdre de l'argent, mais je vais accompagner des entreprises dans leur développement parce qu'il y a du potentiel. C'est bien de parler du tissu industriel, quand même de rappeler que les implantations sur le territoire ont été très diverses et ont fortement marqué d'ailleurs l'histoire de certaines régions avec ces usines. Je voudrais te faire réagir aussi au graphique suivant, justement à cette carte où on voit les implantations, en tout cas la part de l'emploi salarié de l'industrie dans l'emploi salarié en 2020, département par département. En effet, on voit apparaître des différences assez importantes. Ça va du simple au double, peut-être pas loin du triple entre le moins et le plus industrialisé. Qu'est-ce qu'elle raconte finalement cette carte au niveau du tissu industriel? Alors, je trouve qu'elle est assez intéressante. Dans le cadre de ma thèse, je m'étais amusée à faire une carte qui était l'évolution de l'emploi industriel sur 10 ou 15 ans. Je reviens après sur la carte, mais qui était de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et on se rendait compte qu'on avait les dynamiques de création d'emplois industriels aujourd'hui, elles se font plutôt dans la partie sud-ouest. Et les dynamiques de destruction continuent plutôt dans l'est de la France, où on a encore des territoires qui sont dépendants d'industries qui restent fragiles, comme l'automobile. Et elle est là où elle est intéressante, cette carte, c'est que finalement, on peut aussi la rattacher à des territoires qui ont depuis longtemps une tradition industrielle et
une culture industrielle. Donc là, autour de Lyon, on va retrouver tout ce qui est vallée de la chimie, éventuellement de la microélectronique. L'Est de la France, on a beaucoup de métallurgie, d'industrie automobile. On a sur la région de Besançon tout ce qui est lié à l'horlogerie et qui sont aujourd'hui des territoires où il y a encore beaucoup d'activités industrielles. Et en fait, on a toujours eu de la disparité. On a toujours eu un peu d'industrie partout. Et puis, on a eu des territoires qui ont vraiment eu des cultures industrielles qui ont été marquées. Si on prend Orléans, c'est tout ce qui va être lié à la cosmétique, aussi à la pharmacie, la chimie à Lyon. On retrouve des activités navales sur l'Ouest. On voit que ce tissu industriel, finalement, a fait la fierté de la France, a fait sa force aussi à une époque. Est-ce qu'on a vraiment laissé tomber, d'après toi? Est-ce qu'on l'a abandonné? Tout à l'heure, tu as dit un peu vite, j'ai pas réagi tout de suite, mais oui, on se dit l'industrie manufacturielle, on s'en fout un peu. Pourquoi on a eu ce genre de raisonnement? Il n'y a pas un petit effet aussi, fin de l'histoire, il n'y aura plus de problème, c'est pas grave si on n'est plus maître de notre production, il faut s'intéresser à l'informatique et plus aux trucs très concrets? En fait, il y a eu plusieurs choses. Je crois qu'on s'est dit que oui, en effet, on allait avoir un monde où le multilatéralisme allait triompher, où il n'y aurait plus de conflits. Et donc, on n'était pas obligé de garantir cette production. Puis je crois qu'on s'est dit de manière... je ne sais pas si c'est naïf, mais on s'est dit finalement, mais nous pouvons nous concentrer sur ces tâches réputées à haute valeur ajoutée parce qu'il y a d'autres pays qui peuvent produire et qu'on a finalement une vision assez déterministe des pays où on envoyait notre production. Je crois qu'on s'est dit qu'on arriverait toujours à garder la mainmise sur les activités d'innovation sans prendre en compte le lien, l'importance de la proximité entre lieu d'innovation et lieu de production, et que ces pays, finalement, allaient peut-être rester dans cette position, n'allaient pas vouloir remonter les chaînes de valeur, n'allaient pas vouloir aller sur des biens de haute technologie aussi, n'allaient peut-être pas vouloir nous concurrencer. Et en France, parce que l'Allemagne a réagi de manière totalement différente de la France. Elle s'est dit, il y a eu un discours, c'est pas l'Allemagne qui s'est dit, mais il y a un discours des élites politiques de voir l'industrie comme un élément moteur dans la réunification du pays et un élément fort de l'économie allemande. Et les Britanniques ont fait un choix totalement différent. Ils ont décidé de devenir une société de services, de miser sur deux choses. Devenir une place financière mondiale, peu importe les inégalités territoriales que ça a créées, de miser sur les investissements étrangers pour racheter les fleurons industriels et essayer de limiter la casse de la désindustrialisation. Nous, on est dans un espèce d'entre-deux, mais un entre-deux qui s'est traduit en France, et en France particulièrement, je ne pense pas dans tous les pays occidentaux, par un dénigrement de tous les métiers manuels. On est vraiment un pays qui considère, et je pense qu'aujourd'hui on évolue, mais ça reste ancré, qui est que finalement le manuel n'est pas un intellectuel et que l'intellectuel ne peut pas être manuel. Ce qui est hyper discriminant. À partir de quand on a décidé que quelqu'un qui travaillait avec ses mains n'avait pas besoin de sa tête? C'est d'une violence inouïe. Et après, on s'étonne de certaines réactions, de certains rejets du politique et de l'élite administrative. Je pense qu'on a vraiment été dans le dénigrement. Et aujourd'hui, quand on veut dire aux gens, mais il faut revenir travailler dans l'industrie, quand on a eu des familles qui ont été marquées par la désindustrialisation, qui ont vu l'industrie comme un emblème des relégations sociales, il y a plein de territoires, quand on y va, les parents me disent, l'industrie, j'y étais, mais c'est pas pour mes enfants. C'est pas pour mes enfants, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de carrière possible. Quand on a dénigré, qu'on n'a pas voulu former pour ces métiers-là, après dire, en fait, il faut venir dans l'industrie parce qu'il y a des carrières vachement sympas, avec en plus un discours sur les effets de compétitivité, etc., qui ne donnent pas toujours envie de venir, on a cassé quelque chose. Et quand on a fait 30 ans de casse, reconstruire, ça se fait rarement en 2 ans. Mais c'est un peu dur de reconstruire si tu es même le président de la République et qui te parle de Startup Nation, donc ces trucs où tu as des branleurs en jogging dont le but est de pomper l'argent à une banque et de faire faillite le plus rapidement possible, et pas d'aller construire et de faire tourner une économie, une industrie et des choses qui permettent de s'installer dans la durée. Oui, alors
Bon, la Startup Nation, moi, je trouve que déjà, je trouve que c'est un concept qui est un peu maladroit parce que ça vient historiquement de deux auteurs israéliens qui ont parlé de la Startup Nation au sujet d'Israël, qui a une base industrielle solide et qui est dans un contexte géopolitique très différent de la France et qui est un sujet de développement très intéressant. Mais le réappliquer à la France, c'était, je pense, maladroit. Et puis, dans ce discours-là, finalement, on exclut. Il y a vraiment, dit de manière caricaturale, il y a ceux qui sont les bénéficiaires de la mondialisation et ceux qu'on laisse au bord de la route. Et un discours politique, il doit permettre à tout le monde de se projeter dans le projet de société. Tu as parlé et tu as pointé plein de problèmes, un peu révoltants d'ailleurs, sur certains thèmes. Tu as employé au moins une dizaine de fois le mot « on ». Mais c'est qui on? Qui c'est qui est à blâmer là-dedans? Moi, je pense, on a reçu à ta place il y a quelques semaines Paul-Antoine Martin, qui vient de sortir un livre, un témoignage sur les hauts fonctionnaires, voilà, qui est assez effrayant sur comment marche ce monde-là. Et lui, il vient de l'activité portuaire. Donc, il explique aussi comment l'activité des ports est en électroencéphalogramme plat, voire décroissance, alors que sur la planète entière, évidemment, avec la mondialisation, tout ça a explosé. Et en fait, toute cette activité est partie à Anvers, en Allemagne, et pas chez nous, parce que il nous explique très bien que, je vous renvoie vraiment vers cette interview, regardez-la, elle est assez incroyable, de bêtises, de trahison des élites, quoi. C'est quoi ton diagnostic? Je ne cherche pas Pierre, Paul ou Jacques, mais comprendre c'est quoi? C'est les fonctionnaires, c'est les politiques, c'est l'administration qui ne marche pas, c'est tout le monde s'en fout, c'est un truc sociétal? Ouais, je crois que c'est une orientation qui a été quand même relativement partagée. Quand j'ai travaillé sur ma thèse, je suis géographe, comme c'était dit au début, je ne suis pas économiste, donc je n'étais pas très forcément bien la plus à même de travailler sur des facteurs macroéconomiques. Mais je suis partie d'un postulat qui était de dire, pour moi, si on s'est désindustrialisé, c'est qu'à un moment, il y a eu un bug systémique. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une catégorie dans la société qui a décidé de jouer contre l'industrie. Déjà parce qu'il y a des interconnexions, que les gens qui ont été hauts fonctionnaires peuvent devenir chefs d'entreprise, etc., qu'il y a quand même des mouvements, donc on ne peut pas les rassembler dans une catégorie. Et que ça se joue, la désindustrialisation, dans l'évolution d'un contexte européen, où finalement la construction du cadre européen n'était pas forcément adaptée à notre manière de concevoir la politique industrielle. On avait une vision d'intervention d'État assez forte, et politique industrielle verticale, et on passe dans un cadre européen où on nous demande de faire des politiques horizontales, où on doit faire des choix, où on a un cadre qui ne favorise pas du tout l'industrie. Alors certains s'en sont sortis mieux que d'autres, mais on est dans un contexte où on pratique le dumping social et le dumping fiscal et le dumping environnemental. On rentre dans le cadre européen, on ne se prépare pas forcément bien à l'arrivée de ce cadre. Donc, là, c'est des choix politiques et administratifs. On a aussi, à mon avis, à un moment, une responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont aussi penser, alors il y a la structure du capital de nos entreprises, mais on a des entreprises qui sont beaucoup plus délocalisées, qui se sont beaucoup plus internationalisées que ce qu'on voit ailleurs et qui ont plus, pour certaines, d'emplois, de salariés à l'étranger qu'on en a en France. Et donc il y a eu à la fois des choix malheureux faits qui ont conduit à un certain nombre de faillites, et puis il y a aussi des stratégies d'internationalisation. Et donc, est-ce qu'il faut le reprocher aux entreprises? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une réalité des stratégies d'entreprise à considérer dans la responsabilité des acteurs. Et après, les politiques ont pu faire des choix malheureux, de soutenir certaines activités plutôt que d'autres, avec un manque de vision stratégique. Et puis, in fine, et j'aime pas renvoyer une responsabilité individuelle parce que je trouve qu'on a toujours tendance à renvoyer tout sur l'individu. Et en fait, quand on renvoie sur l'individu, on fait perdre une force au collectif. Mais on a aussi tous fait des choix, plus ou moins conscients. Mais quand on se retrouvait devant un rayon de supermarché avec une clé à molette française un peu plus chère et une clé chinoise, et qu'on se disait, bien finalement, pour l'usage que j'ai de ma clé à molette, je vais plutôt prendre une clé à molette chinoise plutôt que française, et ben on a aussi participé à cet effondrement. Donc,
il y a un moment où on n'a pas su jouer collectif, on n'a pas su jouer pour le tissu productif, et puis on a écarté l'industrie de notre vision de société. Donc finalement, on se disait, les usines peuvent être loin, on s'approvisionnera et on fera tourner notre économie autrement. Et on en a parlé tout à l'heure, parce que tu l'as cité. Il y a quand même quelque chose aussi qui interpelle un peu, parce qu'on voit sur la courbe, si on voit 2012, on voit qu'il y avait ce problème-là, mais on avait donc une action politique. On peut dire, bon, ils s'en foutaient, ils ont fait autre chose. Non, on a fait un ministère du redressement productif. Donc on se dit quand même, tiens, on avait une bonne personne. Et en plus, on n'a pas pris un clown, on a pris quand même Arnaud Montebourg. Bon, après, on l'aime même pas, peu importe. Enfin, on se dit, tiens, c'est un type, il doit être en capacité de comprendre les problèmes, d'agir. Il y avait une volonté politique, il y avait un poids dans le gouvernement. On voit que ça n'a à peu près rien donné. C'est-à-dire que les problèmes, ils sont profonds, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas le tissu industriel pour y arriver, même si on essaye, contrairement à d'autres pays. Pourquoi ça n'a pas marché, là? Alors déjà, le passage d'Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif, c'est à peine 2 ans. C'est 2 ans, donc il y a eu le temps de définition de ces 34 plans industriels. Mais je parle plus d'Hollande, hein, c'était pas juste Oui, oui. d'Arnaud Montebourg, il y a quand même une volonté politique de le faire, et ça n'a pas marché, en fait. Très rapidement... donc il y a cette ambition de Montebourg avec un début d'essayer de voir un peu une vision industrielle sur le long terme, de ce que pourraient être les technologies d'avenir, celles sur lesquelles il faut miser. D'ailleurs, Arnaud Montebourg, il avait proposé de réfléchir aux véhicules qui consomment 1 litre au 100. Il y avait un nombre de projets. Alors, 34, c'est beaucoup, c'était peut-être trop, mais il y avait des idées. Et puis Emmanuel Macron est arrivé au ministère de l'économie, on est passé de ces 34 plans à 10. Et après, on n'a pas forcément eu d'action forte en faveur de l'industrie. En fait, les actions qu'on fait en faveur de l'industrie, elles ont été le CICE, baissement de charge, sauf qu'au regard du salaire moyen dans l'industrie, les industriels étaient moins concernés par le CICE que d'autres secteurs. Alors ça a pu éventuellement faire des effets de bord avec peut-être que les acteurs de la logistique ont pu en bénéficier plus, donc on a peut-être eu une baisse des coûts logistiques et sur un prix global, on arrive peut-être à baisser. Mais ce truc-là, je veux dire, ça a coûté 2 bras. Mais ça n'a pas apporté... Si, ça a apporté de l'argent aux actionnaires, donc c'est très efficace. Oui, mais je veux dire, par rapport au pays, ça rapporte quoi Ça n'a pas créé d'effet massif de création d'emplois dans l'industrie. Très clairement, le CICE n'a pas profité principalement à l'industrie. Donc c'est un moment de remettre tout ça à plat, de dire aux entreprises, peut-être on va supprimer toutes les aides et en fonction d'un certain nombre de choses, on peut envisager de réfléchir sur la fiscalité. Parce que quand on voit le montant, le problème c'est qu'on commence à être dans un système où on réfléchit à l'aide qu'on va pouvoir percevoir pour faire des choses. Et malheureusement, je vois des projets où on se dit, avant de s'assurer, finalement, on devrait s'assurer de la rentabilité absolue d'un projet, et peut-être que s'il y a une aide, c'est la cerise sur le gâteau, mais finalement, si c'est rentable, on va peut-être pas avoir d'aide, mais de gens qui conçoivent les projets en fonction aussi des aides qu'ils vont pouvoir recevoir. Alors, c'est toujours pas la majorité, et puis il y a ceux qui arrivent à contourner la fiscalité, qui arrivent aussi à capter des aides. Il y a beaucoup de choses à remettre en place, mais on devrait être beaucoup plus vigilant à ça, parce que ça induit aussi des phénomènes assez désastreux. C'est qu'on commence à avoir un consentement au prélèvement de l'impôt qui est de plus en plus faible, alors que c'est quand même un élément clé de notre société, avec un sentiment d'injustice. Quand on en arrive là, il faut se reposer les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on paye moins, mais c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir quelque chose d'efficace, et puis on arrête d'avoir des montants, des aides. En plus, c'est tellement complexe, le système d'aide, il y en a à tous les niveaux, et avec un effet de levier qui est relativement faible. Bon, jusqu'à présent, ça ne s'est pas trop vu, mais ça, c'était plutôt la partie bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à la partie moins bonne nouvelle. Depuis la fin de la crise du Covid, on a eu, parce que ça démarre fin 2021, n'oublions pas, le retour de l'inflation en Europe, d'une inflation extrêmement forte, qui atteint jusqu'à 10% aux États-Unis, en moyenne en Europe, beaucoup plus sur d'autres secteurs. On voit qu'évidemment, cette inflation générale a eu, sur ce graphique-là, un impact sur les prix de production industrielle. Donc on a vu que c'était déjà pas glorieux quand ça coûtait, alors bon, pas très cher, on peut discuter, mais en tout cas quand ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Bon là, donc on voit que les prix à la production, donc ce que ça coûte à un industriel de produire, essentiellement à cause de l'énergie, mais maintenant pas que, 40% de plus sur les prix de production en France, sachant qu'en Chine ils n'ont pas d'inflation, qu'il y en a moins dans d'autres pays, toute la partie hors Union européenne n'a pas ces soucis-là. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent d'après toi ?
Alors, on va voir comment l'inflation va continuer à se comporter. Sur la question de l'énergie, là, on voit une baisse, des prix de l'énergie actuellement. Malheureusement, on risque d'avoir un deuxième effet qui se coule, entre guillemets, sur l'énergie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des industriels et des acteurs qui voyaient de manière générale leur facture d'énergie augmenter, ce qui était le cas. Mais on a aussi un certain nombre d'acteurs pour qui la facture, le coût de l'énergie par rapport aux autres coûts de production n'était pas la part la plus importante. Mais eux vont prendre des augmentations de toutes les matières qu'ils vont acheter en 2023 et peut-être même en 2024. On a des acteurs qui ont eu des hausses l'année dernière de 40% par exemple sur le prix de l'acier, qui savent déjà qu'ils vont avoir une deuxième hausse. Donc la question c'est quand est-ce que ça va s'arrêter et comment on va le piloter. Et là où c'est préoccupant, c'est qu'il y a des pays où il y a une inflation, comme les États-Unis, mais on n'a pas le même phénomène d'inflation qu'en France sur le prix de l'énergie. Et surtout, où on met quand même... tout ça se passe dans un contexte qui est particulier, qui est un contexte de compétition pour renforcer la base industrielle et réattirer des activités industrielles dans des pays. L'Allemagne, on a les États-Unis, on a la Corée du Sud, le Japon, la Chine, bien entendu. Et donc, le risque, c'est qu'on se retrouve pris en étau entre notre inflation qu'on n'arrive pas à contrôler, une capacité des consommateurs à supporter les hausses de prix qui restent limitées, et de l'autre côté, des pays qui sont à l'attaque pour attirer des activités industrielles. Donc la situation est préoccupante, et en même temps, pas en même temps, mais il y a quelque chose qui est assez fascinant en France, c'est que on a, je pense qu'il y a 10 ans, des gens face à cette situation auraient dit « je plie bagage, je ne reste pas en France ». Aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de se battre pour produire en France, qui ont vraiment alors c'est plutôt dans des PME, des ETI, mais qui sont vraiment attachés au territoire français et qui ont envie d'œuvrer pour renforcer leur base industrielle, qui réfléchissent aussi à leur stratégie d'achat pour essayer de s'approvisionner beaucoup plus en France, pour densifier le tissu productif. Donc, Un patriotisme un peu industriel, c'est ça? c'est une forme de patriotisme, c'est une prise de conscience que, en fait, je pense qu'on a besoin de l'industrie aussi pour continuer à avoir, soutenir notre modèle social. Donc, il y a cette envie qui est forte. Et paradoxalement, plein d'autres questions qu'il faudrait se poser parce qu'il y a des transformations fortes à faire dans l'industrie et qu'on peut difficilement poser quand on a cette situation-là, parce que là, on va potentiellement avoir un impact sur les marges des entreprises, et qui dit moins de marge, dit moins de capacité à investir. Et donc, on est sur un cercle peu positif. Et là, vient se poser la question de quel est le soutien de l'État face à ça. On sait que l'Allemagne va sûrement mettre entre 100 et 200 milliards pour soutenir son industrie. Nous, notre réponse ne sera pas de la même ampleur. C'est bien de parler un peu de l'Allemagne, parce qu'évidemment, c'est un vrai problème, mais pas que, j'ai envie de dire. On a quand même une situation où on entend souvent des gens se plaindre, qui disent oui, mais bon, on nous a dit que l'Union européenne, ça allait nous protéger, machin. Puis on voit qu'il y a plein d'emplois qui sont partis, et même pas tant en Chine, mais déjà toute la périphérie de l'Allemagne, dans des pays d'Europe de l'Est, où les coûts de production sont beaucoup moins chers. Et c'est vrai qu'on n'a pas essayé, parce que je parlais même de fiscalité tout à l'heure, de corriger ces trucs-là en disant oui, mais c'est sûr que si le SMIC était à 300 € ou 500 République tchèque, alors c'est plus le cas maintenant, mais enfin ça l'était quand même au début, quand les emplois sont partis, comment notre entrepreneur français ou italien même, il peut résister à ça? Je veux dire, pourquoi on a laissé faire? Pourquoi on n'a pas essayé aussi de protéger un minimum, de façon pas scandaleuse, quoi. Je dirais même d'avoir une concurrence libre et non faussée par le dumping social, en fait. Ouais, je crois il y a eu un moment, peut-être une illusion que ça allait se rééquilibrer beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas eu de questions. En fait, je crois qu'on a laissé faire parce qu'on n'était pas forcément dans cette ambition de retenir l'industrie sur notre territoire. L'Allemagne a joué finalement. Aujourd'hui, le coût horaire dans l'industrie allemande est un peu plus élevé que dans l'industrie française.
Mais l'Allemagne a intégré très fortement dans son schéma industriel la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, et a joué en fait dans son organisation industrielle entre ce qu'elle faisait sur son territoire, ce qu'elle faisait sur son pays pour équilibrer ses coûts. Et puis elle a eu une stratégie assez offensive, l'Allemagne, et que je pense qu'elle paye aujourd'hui notamment à l'égard des États-Unis, qui a été d'exporter massivement en France, à l'étranger, avec un positionnement dans la typologie de produits qui n'est pas la même que la nôtre, notamment beaucoup dans le secteur des machines-outils. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas été à l'offensive. On parlait des salaires, on peut parler aussi de la fiscalité. Il y a eu un vrai phénomène de compétition sur le baissement de la fiscalité, notamment de l'impôt sur les sociétés, avec des pays qui ont assumé de devenir des paradis fiscaux. Donc c'était d'un côté qui attire le mieux les activités de siège et de l'autre qui exporte le mieux son chômage. On n'était pas dans un cadre européen qui est un cadre où on essaye de se sortir tous par le haut. Et on n'a pas su, à mon avis, on n'a pas été assez présent dans les instances européennes en termes de lobby. Je pense que, et de manière générale, dans les instances de normalisation internationale, la France est beaucoup moins présente que l'Allemagne, par exemple. La deuxième chose, c'est que on a vu que finalement, c'était chacun tirait en fonction de sa stratégie et de ses besoins. On a mis 10 ou 15 ans à s'entendre sur la réciprocité dans l'accès au marché public européen. C'est quoi la réciprocité dans l'accès public au marché européen? C'est de dire, pour qu'une entreprise étrangère puisse postuler à un marché public en Europe, il faut que les entreprises européennes puissent postuler dans la même condition, avec le même taux d'ouverture des marchés publics, dans le pays dont est originaire cette entreprise. C'est un taux d'ouverture des marchés publics en Europe qui est 90%, ce n'est pas le cas ailleurs. On a mis des années à s'entendre là-dessus. Pourquoi? Parce que des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et autres avaient des intérêts commerciaux qui étaient divergents des nôtres. Les Pays-Bas ont été une zone entrante avec leur port. L'Allemagne a exporté énormément en Asie. Et donc, on regarde ces situations très différentes. Eh bien, on n'a pas joué les mêmes jeux. Chacun tire sa partie. Et c'est toujours le cas en Europe. Oui, mais j'allais dire, Anaïs, ok, mais c'est pas la première fois qu'on a ce genre de cas de donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Enfin, on a un diagnostic, on se dit, tiens, on se fait plumer sans arrêt, mais si tu veux pas être plumé, il faut pas aller tous les matins chez le volailler, quoi. Donc, pourquoi on ne réagit pas? Je veux dire, c'est pas nouveau. On est fait capable de dire, c'est pas possible. Il faut corriger un minimum les écarts de salaire ou de fiscalité. On peut pas avoir des paradis fiscaux dans une zone sur lesquelles on est en libre échange. Ça dure depuis longtemps, quoi. On n'a pas découvert là. Oui, bien sûr. Non, mais c'est quelque chose de. On a été dans un certain nombre d'actes fondateurs, voire dans tous les actes fondateurs de l'Union européenne, et je trouve qu'on a vraiment péché par excès de naïveté. Mais pas les Allemands, je veux dire, tu vois. Non, mais pas les Allemands, mais les Français. Je pense que l'élite française a péché par excès de naïveté, mais à l'égard de plein de choses. Quand et encore récemment, si on regarde des affaires comme Alstom, certains diront que ce n'était pas un problème de vendre des Alstom à GE. Moi, j'aurais préféré à la rigueur qu'on fasse un mastodonte européen, qu'on réfléchisse à une solution européenne, mais pas qu'on vende des savoir-faire français à l'étranger. Et pourquoi on fait ça? On n'a pas les outils. Je crois que parfois, on essaye de s'encombrer ou de se cacher derrière des normes, des contraintes européennes pour ne pas agir. Question des marchés publics. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas le courage? Il y a peut-être une question de volonté, mais l'inventer du courage. D'ambition, de comment on se projette et de ce qu'on veut faire. Je crois que si on avait une vraie vision industrielle de là où on veut aller, on saurait peut-être se dire à un moment, stop. Mais c'est si dur que ça d'en avoir une? Et c'est quoi en avoir une pour toi, justement? C'est quoi savoir jusqu'où je veux aller? C'est quoi une politique industrielle? Je crois que l'industrie, elle n'est pas forcément une fin en soi. L'industrie, elle se conçoit dans un projet de société. C'est quelle place on en fait un pilier d'un projet de société. Et d'ailleurs, dans la période actuelle, on a beaucoup de réflexions sur nos modes de développement, les questions sur croissance, pas croissance, qu'est-ce qu'on fait sur le territoire, liées à la question environnementale. La question des industries qu'on veut développer, des nouvelles industries qu'on veut développer sur notre territoire, la question des industries qu'on veut rapatrier sur le territoire, et la manière dont on le fait, elle est assez fondamentale. Si on regarde les prises de position de l'ADEME entre
4 scénarios de l'ADEME entre la génération frugale et le pari réparateur, on voit bien que s'il y a des activités industrielles et une stratégie industrielle, elle va être radicalement différente. C'est pour ça que c'est un élément d'un projet de société. C'est-à-dire que si je décide d'être plutôt sur un aspect low-tech, tourner beaucoup plus autour de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie circulaire, etc., je ne vais pas forcément faire les mêmes choix industriels que si je suis dans la technologie et la solution. Donc, il faut cette vision de société. Et cette vision de société, elle doit être, à un moment, elle est le fait de débats politiques. On doit aussi se reposer des questions régulièrement au Parlement sur ce qu'on veut. Est-ce que c'est bons arbitrages, pas les bons arbitrages, comment on le positionne. Et ensuite, on doit avoir des politiques ciblées, qui vont être un mélange de politique horizontale et puis envisager maintenant de politique verticale, d'autant que la Commission européenne va sûrement assouplir encore ses règles en termes d'aide d'État. On l'avait déjà eu avec les projets d'intérêt commun européen, les PIEC, où les États peuvent aider directement des entreprises, et notamment pour financer des projets d'usines, alors qu'avant c'était plutôt sur des projets d'infrastructure. Donc il va falloir cibler, mais si on pourrait me répondre, oui, mais aujourd'hui, regarde, on a France 2030, on a le projet de loi Industrie verte. Le problème, c'est que quand on regarde France 2030, on a 10 points, on a un premier point qui est peut-être très clair, et puis plus on descend, plus on arrive sur prendre notre part dans l'exploration des fonds marins. Je crois qu'il y en a un qui est formulé comme ça. Et la ramification derrière, comment ça se fait, comment on mesure les objectifs, on peine à l'avoir. On passe beaucoup par des appels à manifestation d'intérêt. Je pense qu'on a des pépites innovantes qu'il faudra arriver à détecter pour leur permettre d'exprimer tout ce qu'elles peuvent nous apporter et éviter que ce soit des gros acteurs qui puissent capter un certain nombre de choses. Alors, on a parlé un peu de différents pays européens. On voit sur ce graphe la production industrielle des grands producteurs européens. Alors, on a vu la France tout à l'heure. On voit que ce n'est pas beaucoup mieux pour le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. On voit que l'Allemagne elle a plutôt bien bénéficié pendant longtemps des bienfaits de la concurrence libre et non faussée. Plus trop depuis un tournant des années 2010. En tout cas, elle ne se relève pas de la crise post-2018. Déjà, j'ai envie de dire, pourquoi il y a de tels écarts industriels dans l'Union européenne? Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne arrive bien à produire? L'Italie, en fait, bon, ça ne se voit pas trop là, mais enfin, elle a quand même un vrai tissu industriel assez riche, hein, parce que ça, je rappelle que c'est une évolution relative, hein, ce n'est pas une évolution du tout absolue, ça ne donne pas le niveau industriel des uns et des autres. Justement, qu'est-ce qui a fait que, tout comme je te posais la question, certains territoires ont été plus industrialisés que d'autres, pourquoi certains pays, eux, ont réussi à être beaucoup plus industrialisés que... Est-ce que le colbertisme est plus efficace finalement que le laissez-fairisme? Alors, je n'ai pas la réponse à la question, malheureusement. Je ne suis pas allée aussi loin dans mes recherches. Le colbertisme nous a amené des choses fortes et je pense que ça a permis de peut-être donner les prémices de grandes entreprises qu'on a vendues pour certaines. Et de l'autre côté, on a eu une organisation finalement industrielle aussi beaucoup plus solidaire. En Allemagne, on dit chasser en meute, en Italie aussi, où il y a une entraide et finalement les concurrents ne sont pas concurrents quand il s'agit d'aller attaquer des marchés à l'étranger. Globalement, en Allemagne, quand on regarde les entreprises allemandes, on respecte plutôt les délais de paiement. Et en France, cette organisation très verticale, avec des donneurs d'ordre envers des sous-traitants, a été, à mon avis, peut-être bénéfique à certains égards, mais aussi extrêmement destructrice du tissu productif. Alors maintenant, on a la loi LME qui, normalement, essaye d'encadrer la question des délais de paiement, mais pendant certaines décennies, vous pouviez être payé à 180 jours. C'est-à-dire que pendant 180 jours, on a de la trésorerie qui est dehors. Et il y a quantité de petites entreprises que ça a mis sur le tapis. Et on a un certain nombre d'autres pratiques où on ne joue pas le jeu. Et en fait, ça veut dire que l'entreprise doit produire, elle vend le produit, mais elle est payée que 6 mois après. En exactement. fait. Donc il faut qu'elle avance de l'argent pendant 6 mois, le temps que ça rentre. Donc elle a payé toutes les fournitures, elle a payé ses salaires et elle n'a pas le chiffre d'affaires qui rentre. Et quand on parlait tout à l'heure de la question de pourquoi c'est désindustrialisé, qui en est responsable, je pense que nos grandes entreprises ont aussi une responsabilité dans la déstructuration des écosystèmes. C'est-à-dire, on a
elles l'ont fait en disant on va à l'étranger, donc vous venez avec nous ou vous restez là. Mais même encore aujourd'hui, sur les stratégies d'achat, les politiques d'achat, où on va chercher le moindre prix et ça se fait au détriment du tissu productif. Il y a un certain nombre d'autres pratiques qui avaient notamment été énumérées par le médiateur aux entreprises sur je vous demande de faire un développement, mais je ne vous confie pas forcément la production ensuite, sur ces questions de délai de paiement, sur des pressions qui peuvent être mises de manière indue. Donc on a, et je pense partagé unanimement par toutes les petites entreprises de France, les grandes n'ont pas joué le jeu pour soutenir le tissu productif. Elles ne le jouent peut-être pas assez, elles ne le jouent pas assez aujourd'hui de manière certaine. Et en Italie ou en Allemagne, on a quand même une solidarité du tissu productif qui est beaucoup plus forte. Et du coup, en Europe, quel est l'État qui essaie le plus de se désindustrialiser? C'est l'Italie, on le voit un peu là, il y en a d'autres? Non, je pense que c'est la France. Je pense qu'en termes, il faudrait le regarder en termes. Aujourd'hui, la France est considérée comme le pays le plus désindustrialisé d'Europe. La France, bientôt, elle va batailler avec la Grèce et Luxembourg en termes du poids de l'industrie dans son PIB. Surtout qu'on parle là du poids de l'industrie dans le PIB, mais l'industrie, il faut quand même pas oublier, c'est d'abord des hommes et des femmes qui travaillent. Et justement, sur ce graphique, on voit l'évolution des emplois, cette fois, du nombre de travailleurs dans l'industrie en France, donc presque 6 millions dans les années 1975. On arrive à un peu plus de 3 millions aujourd'hui, en tout cas sur cette sélection-là d'entreprises manufacturières. C'est un sacré échec pour le pays. C'est vertigineux, mais je pense que c'est aussi ça qui peut être un frein dans la réindustrialisation. Dont on parlait tout à l'heure, c'est quand on perd 2,5 millions d'emplois, alors même si on peut faire des retraitements, etc. Mais d'accord, il y avait quelques gardiens d'usine, quelques comptables qui sont passés, qui ont été externalisés, mais enfin quand même. Oui, non, mais il y a une la population active a aussi beaucoup augmenté, si je le mets en proportion. Il y a une chute qui est quand des même. emplois, c'est encore beaucoup plus. Oui. Qui est quand même qui conséquente. Mais pour ne pas rester sur du vague, j'ai souhaité aussi te prendre un exemple, parce que sur Lucide, on a fait une analyse il y a quelques temps sur le cas de Renault. Et donc là, c'est assez intéressant quand on regarde ce qui se passe au niveau des emplois sur Renault, symbole de l'industrie, où ses effectifs ont plafonné, pareil, vers 1975-76, à peu près 100 000 ouvriers, 100 000 employés dans le secteur industriel de Renault, et une chute dramatique. Il y en a plus que 14 500 qui produisent en France, avec évidemment un effet aussi de la mondialisation, puisque ces effectifs restent du monde sont passés presque à 50 000. Enfin, 50 000 plus 15 000, ça ne fait pas 100 000. Donc, on voit aussi les effets aussi, tu parlais tout à l'heure, on l'a dit rapidement, de gain de productivité, certes, enfin, c'est-à-dire de mécanisation, de robots. D'automatisation. Aujourd'hui, quand on regarde les lignes de production dans l'automobile, il faut savoir, c'est que on avait des usines dans l'automobile à presque 10 000 salariés qui ont fermé progressivement. Et ça traduit la chose dont on parlait, sur que les grands groupes français se sont internationalisés au point d'avoir plus d'effectifs à l'étranger qu'en France. Donc ça, c'est des effectifs d'usines qu'il y a au Maghreb, en Europe de l'Est, quelques-unes en Asie, etc. Donc on est vraiment sur une internationalisation de nos grands groupes. Mais comme notre tissu productif est dépendant de nos grands groupes, si on n'a plus... Quand vous allez produire en Hongrie, vous allez essayer de trouver un approvisionnement qui va être local. Donc, de fait, plus on a d'activités de production qui sont à l'étranger, plus le tissu productif disparaît. On n'a jamais essayé justement de les empêcher d'aller délocaliser les emplois. Les entreprises, on pourrait le faire, pas par des taxes ou par des choses comme ça, pour dire... Parce qu'aujourd'hui, virer un ouvrier pour en embaucher un en République tchèque, c'est facile, ça ne coûte rien. Enfin, il n'y a pas une sanction, on ne dit pas, il va falloir qu'on paye le chômage de l'ouvrier, donc désolé, mais enfin, ça va vous coûter quand même 30 000 € de taxes supplémentaires parce que vous avez détruit un emploi industriel. Alors, il y a eu des tentatives avec des choses qui ont été faites avec l'obligation de rechercher un repreneur pour ne pas avoir de fermeture. Mais non, globalement, aujourd'hui, le droit
social pour une fermeture d'usine n'est pas non plus le plus féroce de l'univers. Non. Mais là, tu parles d'une entreprise qui décide de fermer. Mais enfin, des fois, c'est des secteurs d'activité qui ferment. Et donc, on en a perdu beaucoup. Est-ce qu'il y a comme ça des secteurs qui sont perdus quasiment à tout jamais? Et je pense aussi, par exemple, aux nouvelles technologies, parce qu'on dit industrie. Mais enfin, industrie, c'est pas que des aciéries, autres fourneaux, des automobiles. C'est aussi des smartphones, des ordinateurs, des choses comme ça, sur lesquels, bon, on a laissé vraiment passer le coche, quoi. Oui, parce qu'on a été, au moment où on a commencé à développer ces produits, finalement, on était aussi dans nos vagues de réorganisation industrielle. Est-ce qu'on a passé le coche? Est-ce que c'est pas possible? Non, je pense que c'est possible de le faire en France. On a un certain nombre de savoir-faire. Après, la question qui se pose, finalement, qu'on nous renvoie souvent, c'est de dire, OK, mais en fait, si je reproduis en France, j'ai plus les économies d'échelle. Donc, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Mais il y a un moment où je crois qu'il va vraiment falloir quand même... la France seule ne le fera pas, mais je crois qu'à l'échelle européenne, il va falloir se dire, OK, bon, est-ce qu'on reste à 27 à se taper dessus ou est-ce qu'on est capable de s'entendre à 27 pour préserver nos intérêts stratégiques et donc d'être beaucoup plus à l'offensive sur des mesures anti-dumping. Il y a très peu de mesures anti-dumping appliquées par la Commission européenne. Une de celles, et pourtant les mesures anti-dumping sont efficaces, puisqu'il y a une industrie dont tout le monde parle, c'est l'industrie du vélo. Aujourd'hui, on a des composants qui viennent du monde entier et qu'on assemble pour faire des vélos en France. Mais ça, c'est grâce à une taxe anti-dumping qui, au départ, concernait les producteurs chinois, et puis ils se sont déplacés dans d'autres pays. On a fait évoluer la taxe anti-dumping. Mais on le fait sur très peu d'autres choses. On est en train de mettre... Enfin, tu sais bien qu'au niveau de l'Union européenne, parler de protectionnisme, c'est un peu comme parler des droits des femmes à un taliban, quoi. Ben oui, mais alors moi, je leur dirais... super bien accueilli, quand même. En fait, c'est pas du protectionnisme. Oui, enfin, en tout cas, oui. D'accord, mais... tu soutiens tes entreprises, mais enfin... Ouais, non, mais... Tu as des ayatollahs du libre marché, c'est surtout, il ne faut rien faire, c'est la main invisible. Mais c'est la main invisible. Mais c'est le chômage visible, après. Oui, le chômage visible, évidemment, la visibilité du chômage ne parvient peut-être pas jusqu'à eux, mais OK, on veut pas le faire. On ne veut pas faire de protectionnisme. Mais il faut assumer un rapport de force. Personne, aujourd'hui, ne s'encombre avec le respect des règles de l'OMC. La Chine, elle s'en est jamais encombrée. Alors, elle avait des mesures spécifiques comme pays émergent, etc. Elle ne s'en encombre pas. Quand une entreprise française a envie d'aller en Chine et qu'on dit qu'il faut faire une joint venture, une co-entreprise avec une entreprise chinoise, quand BYD va vouloir venir implanter ses usines de production, s'ils s'embêtent à venir implanter des usines de production d'automobiles sur le territoire européen, qui va nous expédier les automobiles moins chères. C'est-à-dire aujourd'hui, ils arrivent à faire un véhicule électrique qui est largement moins cher que ce qu'on fait nous en Europe. Ils ne vont pas du tout s'encombrer de quoi que ce soit. Et nous, on ne va rien leur demander. C'est ça le problème. C'est pas du protectionnisme. C'est juste assumer qu'il y a un rapport de force, que les phénomènes géopolitiques sont ce qu'ils sont, et que soit on est les naïfs, soit quand on ne réagit pas, et puis on se retrouve à être des couillons. Mais Oui, mais il n'y a pas que la Chine. Aux États-Unis, les États-Unis, bien sûr. Aux États-Unis, il y a une loi achetée américain. Non, mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils viennent de faire en ce moment? Ils viennent de donner des grosses subventions pour la voiture électrique. C'est intéressant pour la transition. Pas que la voiture électrique. Non, mais sauf que dedans, ils se disent mais l'aide, elle est beaucoup plus forte si la voiture, elle est produite et faite aux États-Unis. Non, nous, on est en train de subventionner l'industrie chinoise. Ils doivent être contents, les Chinois. Non, mais c'est parce que je donnais l'exemple de la Chine et la Chine sans... Parce que on parle de la Chine et qu'on montre des points positifs sur la Chine, on se fait parfois taxer d'être pro-Chine, ce qui n'est pas mon cas. Mais je trouve que le modèle industriel chinois est intéressant. Mais du côté des États-Unis, là, on en est c'est-à-dire que les États-Unis, on parle de l'automobile, mais c'est des mesures qui vont concerner aussi les énergies renouvelables. C'est-à-dire, on dit, on soutient la demande. Ça, en France, on sait soutenir la demande. On fait plein de primes à la casse, etc. Mais on soutient la demande de manière aveugle. C'est-à-dire, peu importe où la voiture est assemblée, on peut bénéficier de soutien à la demande. Les États-Unis, on dit, non, en fait, il faut que les véhicules soient assemblés sur le territoire américain. Demain, ça sera les batteries. Alors, il y a un accord avec le Canada et le Mexique. Et puis après, on va remonter toute la chaîne de valeur jusqu'aux matières. Et en parallèle, il faut un deuxième truc, c'est qu'ils disent, on met des aides à la relocalisation. Et alors là, quand nous, on a notre prix d'énergie, qu'on a des gens qui commencent à nous dire non, mais en fait, s'il n'y a pas de contrôle sur le prix de l'énergie, moi, j'arrête, je me détourne de la France, de l'Europe, BASF, groupe allemand dans la chimie, je vais me détourner durablement de l'Europe. On a des Valeo qui commencent à dire on va peut-être pas implanter notre nouvelle usine en France, on va regarder à l'étranger. Et ce qui va se passer, c'est que si eux partent
et je cherche pas à défendre les gros, si eux partent, c'est tout le tissu productif français qui va en bénéficier. C'est-à-dire aujourd'hui, on est quand même s'il faut rester optimiste parce qu'il y a des choses qui se passent, on est aussi près d'une nouvelle vague de désindustrialisation. Et quand on pèse 9 ou 10% du PIB, après c'est la pente finale, hein. On va faire quelques habillements, mais on n'aura plus d'industrie lourde, etc. Mais et la réaction aujourd'hui face à l'Inflation Reduction Act, on voit bien, mais c'est difficulté des commissaires européens avec des positions totalement différentes en fonction de leur nationalité, etc. C'est une loi qu'a fait les États-Unis pour aider leur pays face à l'inflation. C'est les mesures conditionnalité sur c'est encore des l'accès. franglais, j'explique. Parce que les gens Oui. on parle très peu en fait de ça en plus. Personne parle de cette loi aux États-Unis qui a des conséquences très importantes. C'est vrai que c'est un défaut quand tu es tout le temps dans un sujet, tu as l'impression que tout le monde ne parle que de ça. Mais en fait, pas du tout. Je suis sûre que très peu de gens en parlent, mais c'est vrai qu'on oublie, c'est un paquet de mesures qui est gigantesque et on a toutes les peines du monde à y répondre. Mais parce qu'en fait, on va avoir des effets de bord très négatifs, en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils vont aider en gros les États-Unis et puis l'Europe va en pâtir dans son commerce avec les États-Unis. Et comme tu le dis derrière, voilà, la Commission européenne patauge. Et quand même, parce que dans l'industrie, il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est aussi la production d'énergie. On n'a pas des conséquences, mais je trouve que ce secteur, il est quand même industriel. Et si en Union européenne, on n'arrive pas à produire des lois intelligentes comme aux États-Unis ou en Chine, parce qu'en effet, il y a des choses très intéressantes qui se font en Chine, ils arrivent, nos technocrates, comme on va le voir sur ce graphique, à faire ça quand même. C'est la dérégulation du secteur énergétique. Alors voilà, j'avais envie de partager ce graphique que François Ruffin, d'ailleurs, a montré à la télévision il y a quelques temps, en nous l'empruntant très gentiment. Avant, on avait EDF, et puis les clients ont un monopole, parce qu'en fait, il n'y a qu'un producteur d'énergie, et à droite, après la libéralisation et toute la dérégulation européenne de la fin des années 90, début des années 2000, on est arrivé à ce système où les types ils essaient de faire la concurrence alors qu'il n'y a toujours qu'un seul producteur. Je veux dire, c'est quand même pas mal. Et on a réussi à enrichir des actionnaires qui, pendant de très longues années, se sont gavés dans ce système, parce que c'était le but d'avoir une concurrence, donc de rémunérer des actionnaires. Et puis quand ça va mal, c'est pas de bol. Ils disent aux gens, mais retournez chez EDF, là, et puis allez prendre les pertes. J'ai pris les bénéfices, on va laisser les pertes à EDF. Et ça continue dans ce système-là, où, dans tous les cas, c'est toujours EDF qui a fourni la même électricité à la distribution qui a encore été complexifiée. Enfin, on est cinglé quand même. Puis en plus, ça ne change pas, hein. Même Bruno Le Maire, et même lui, il s'est dit, ah là, quand même, il y a un problème. Alors bon, il a fait son Bruno Demande. Bon, comme d'habitude, il n'a pas été écouté. Et ça ne change rien, quoi. Donc, 2023, a priori, nos problèmes d'électricité, nos problèmes stratégiques, avec les conséquences sur les entreprises colossales, hein, en termes de prix énergétiques, ça continue. En tout cas, en fait, ce qu'il faut peut-être dire aux gens qui nous écoutent, c'est que le prix de l'électricité est arrimé sur le prix du gaz, ce qui fait que dès qu'il y a une fluctuation sur le prix du gaz, l'électricité suit. Alors qu'on n'a que de l'électricité nucléaire, qui n'est pas liée au gaz. Enfin, il doit y avoir 2% de production d'électricité au gaz. Et c'est assez... oui, c'est navrant de voir ça. C'est d'autant plus navrant que je suis sûre que ce schéma, on pourrait le faire On a quand même quelques opérations à faire de maintenance sur nos centrales nucléaires avec un coût qui est assez colossal et que finalement, on retrouve toujours les mêmes thématiques de déficit comme on le retrouve sur la SNCF. C'est-à-dire qu'on a des dépenses colossales à faire et on a des entreprises qui sont plus capables de les payer. Alors, si on revient sur l'industrie en général, est-ce qu'une des difficultés qu'on a, c'est que les gens ne font pas forcément bien le lien entre la production et la consommation. Avec le fait que, évidemment, comme tout consommateur, on a envie que ça coûte moins cher. Si tout le monde veut que ça coûte moins cher, alors il n'y a qu'une solution, c'est de mettre les usines un peu dans l'Europe de l'Est, un peu en Asie. Puis une fois qu'on a fait ça, en fait, il n'y a plus d'emploi pour les Français. Donc le consommateur, il se retrouve au chômage et puis il ne peut plus acheter les produits. Donc comment on peut aider les gens à mieux comprendre déjà ce système-là? Parce que derrière, ça a des conséquences, qui est, plus vous achetez français, plus il y aura de l'emploi en France, dont votre emploi potentiellement. Alors c'est une problématique qui est en même temps vieille comme le monde, ou en tout cas vieille comme l'industrie. C'est-à-dire quand on regarde, par exemple, à une époque... je dirais 17e, 18e siècle, il y avait une industrie du drap qui était très développée à Laval. Et en fait, il y a eu des phénomènes de destruction de cette industrie parce qu'on a trouvé des lieux de production moins chers. Et si le Royaume-Uni entame sa première révolution industrielle, c'était aussi par le besoin de mécaniser les métiers à tisser pour pouvoir
avoir une compétitivité face à d'autres pays. Donc en fait, ce phénomène de je me déplace pour produire là où c'est moins cher parce que du coup, ça permet d'avoir des marges plus confortables et consommateurs et un truc qui est malheureusement qui se répète dans l'histoire. Maintenant, si on se concentre à ça, je pense qu'il faut expliquer, il faut arriver à... Je ne sais pas si on devrait peut-être pas l'expliquer dans les cours d'éco qu'on peut avoir au lycée, collège ou même limite culture générale sur voilà, si j'achète quelque chose, voilà en quoi ça contribue. Si j'achète un produit français, voilà quelle est la contribution en termes d'emploi, de taxes, à quoi servent les taxes derrière pour mon pays et qu'est-ce qui se passe quand j'achète un produit qui est fait à l'étranger et les pertes que ça peut représenter finalement en termes de création de valeur sur le territoire et donc derrière en termes de capacité à soutenir notre modèle. Et donc, ça passe par beaucoup d'éducation, d'information, plus que d'éducation, d'information sur ce que c'est et aussi peut-être de connaissance du tissu productif français, de ce qu'on sait faire en France, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de se repérer sur ce qui est vraiment fait en France. Est-ce que c'est des produits qui sont vraiment... Enfin, combien d'étapes de transformation sont faites sur le territoire français? Ou est-ce que, par exemple, si je prends une chemise, j'ai les manches qui arrivent d'un côté, le tronc qui arrive de l'autre et puis le col ailleurs et puis je ne fais que l'assemblage en France. Et il y a plein d'étiquetages trompeurs, donc je pense qu'il y a besoin de rationaliser ça, qui est donner une vraie lisibilité aux consommateurs sur le nombre d'étapes de transformation qui sont faites pour avoir finalement cet objectif de choix libre et éclairé. Aujourd'hui, on s'y retrouve pas. Il y a peu de boutiques physiques où on trouve des produits français. Il y a pas tant de marques. Il y a beaucoup de marques, mais pas tant que ça, qui sont très connues. Donc, il y a vraiment un effort de médiatisation et le salon du Made in France y répond partiellement. Mais est-ce que justement, c'est pas compliqué aussi, parfois, d'être dans une démarche de Made in France? C'est pas si simple que ça, de dire, comme tu l'expliquais tout à l'heure, en termes de choix, de possibilités. Comment on peut essayer d'agir? D'un point de vue citoyen ou d'un point de vue entreprise? Non, au niveau du citoyen. Hein. Puis c'est quoi du Made in France? Parfois, des fois, c'est construit des boules, c'est assemblé. Après, Oui, en fait, c'est on est passé du made à assez assemblé en France. C'est ça, ce qu'il faut arriver à avoir, c'est une transparence sur les étapes de transformation, réalisées sur le territoire français. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait un moment... alors, le textile, en tout cas l'habillement, est en train de travailler sur des étiquetages beaucoup plus détaillés. Il y a des applications qui se développent aussi pour savoir quand on scanne l'étiquette d'un vêtement, et savoir avoir un maximum d'informations, mais on a peine encore à avoir de la transparence sur les chaînes de valeur. Mais en fait, la question de consommer français, à la condition aussi qu'on arrive à avoir des produits de qualité, c'est de se dire, il faut comparer le Made in France avec ce qui est comparable. Si je compare un jean 1083 avec un jean Zara, en effet, j'ai une différence de prix. Mais mon jean 1083, qui est une entreprise française, il y a une qualité de produit qui n'est pas celle d'un jean Zara. Mon jean 1083, je vais le garder plusieurs années. Quand mon jean Zara, désolé de cibler des marques à une durée de vie. Il n'y a pas de partenariat. Hein. Il n'y a pas de partenariat. C'était pas influenceuse à 1083, non, il n'y a pas de... il y a avoir une durée de vie, en principe, plus courte. Donc, il faut déjà que je compare, en termes de qualité, mon produit 1083 avec une qualité égale. Et donc là, si je regarde sur du Levi's, en fait, mon jean français peut être compétitif. Si je regarde sur des marques moyen de gamme ou haut de gamme, le produit français est compétitif. Après, sur la production en masse et en grande série, il est évident qu'on ne sera pas compétitif. Mais est-ce qu'on a envie de l'être ? Si on se pose cette question, finalement, du Made in France, c'est qu'on a le choix. Et si on a le choix, c'est en grande partie après plusieurs décennies de mondialisation. Donc, on voit sur ce dernier graphique la proportion d'emplois industriels dans différents grands pays. Pour le coup, on voit très bien la désindustrialisation de l'Union européenne, du Japon, des États-Unis, la montée en puissance de l'industrie en Inde, en Chine, même si en Chine, depuis une dizaine d'années, ça baisse aussi un peu, parce que le pays se tertiarise aussi, se développe de plus en plus. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, avec les problèmes énergétiques, les problèmes géopolitiques, on est en train d'assister au début de la fin de la mondialisation, selon toi, et avec quelles conséquences sur l'industrie française ?
Il faut Alors, le craindre ou faut l'espérer? déjà, on a donc le graphique intéressant, on voit la montée en puissance de la Chine au moment de l'entrée finalement dans l'OMC aussi. Il y aura sûrement un moment, un équilibre qui va se traduire, parce qu'on va jusqu'au bout de la logique des évolutions des modes de consommation et qu'on sort des logiques de surconsommation. On va avoir quand même un tassement de nos moyens de production industrielle. Comme je disais, il faudra y apporter d'autres réponses. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais hier, on m'a montré un autre graphique qui était très intéressant, qui était sur est-ce que les crises vont être... un sondage qui a été fait auprès des acheteurs dans les entreprises. Est-ce que les crises sont de nature à vous faire relocaliser? En 2020, 14%. Mais 2020, on monte à 20%, et aujourd'hui, on a plus de 40%. Et donc, il est quand même en train de se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'on va réfléchir à des logiques de se réapprovisionner localement, de reproduire entre lieux de production et de consommation. Et donc, la mondialisation, je ne serais pas capable de dire si c'est la fin. En tout cas, je pense qu'on va être dans une nouvelle ère de développement économique très régionalisée, des grandes régions, Amérique du Nord, Asie. Et la question, c'est comment est-ce que l'Europe se positionne là-dedans? Et c'est pour ça qu'on me dit, est-ce que c'est la fin de la mondialisation? C'est vrai que d'un côté, on a des signaux qui laissent espérer une réindustrialisation, et de l'autre côté, on a le risque d'être pris en étau entre ces deux blocs qui finalement viennent déverser leurs produits chez nous. Et puis nous, on sera vendeurs de donuts et visiteurs de Tour Eiffel professionnels. Gardien de musée aussi. Gardien de musée. On fera ça. Justement, sur ce point-là, il y a quelques mois, on a reçu Ali Laïdi, un grand spécialiste de la guerre économique. Je vous recommande aussi cette interview, on vous mettra tous les liens en description, qui justement nous alertait sur le côté, mais on est complètement naïf, il y a une guerre déjà économique, depuis ça s'est amplifié. Évidemment, il pointait beaucoup les États-Unis, mais aussi parfois un laisser-fairisme, pareil, quoi, chinois, russes, sur lesquels on ouvre nos entreprises aux étudiants comme s'ils étaient, comme s'il n'y avait pas des risques de fuite d'informations. Est-ce que là aussi, on continue à se laisser plumer d'une façon assez étrange sans réagir? Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement être plus réactif? Est-ce que là, actuellement, on continue à se laisser plumer? Je ne suis pas sûre qu'on ait conceptualisé vraiment déjà le fait d'être en guerre économique. C'est-à-dire, il y a des gens qui le font. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont s'en rendre compte avant qu'on soit en guerre réelle sur le reste? Ou pareil, il y a un léger décalage? Je pense qu'il y a quand même un léger décalage. Moi, je trouve que ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas des sous-marins, avec les États-Unis, entre l'Australie, quand l'Australie a commandé des sous-marins à une entreprise française, et puis la commande a été annulée au profit d'une entreprise américaine. En fait, les États-Unis ont tordu le bras en disant non, finalement, achetez pas français, prenez Ouais. notre truc, alors que c'était signé, quoi. Mais Macron, il a dit que c'était pas bien, et je crois que peut-être Bruno Le Maire a demandé à ce qu'il fasse plus ça, oui, qu'il mais en rende les fait, la sous-marins. France a quand même réagi comme un petit garçon de 4 ans dans une école qui aurait été privé de goûter ou mis au coin. Enfin, la réaction, elle n'était quand même pas à la hauteur d'un pays qui veut se projeter comme la 7e puissance mondiale. Elle était quand même problématique, cette réaction. Et elle est d'autant plus problématique que je pense que, je pense que nos services de renseignement devaient sentir qu'il se tramait quelque chose, qu'on se soit laissé prendre de court comme ça, en termes de communication, c'est pas bon. L'autre chose, c'est que je pense que nos petits camarades européens n'ont pas été très, très solidaires là-dedans, et que finalement chacun fait son business dans son coin, parce que je pense que si la France n'est pas très fine sur l'intelligence économique, l'Allemagne l'est beaucoup plus, et on le voit dans ses repositionnements récents. L'Allemagne, elle est dans une situation aujourd'hui... alors, je ne l'ai pas creusé, je ne l'ai pas vu, mais peut-être que ça parlera aux gens qui nous écoutent. Je pense que la réaction des États-Unis, elle est contre la Chine, parce qu'elle est en guerre commerciale, mais elle est aussi contre l'Allemagne. Premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, l'Allemagne, elle perd des marchés aux États-Unis, parce qu'elle va être ciblée par ce qui est en train de se passer avec la loi de réduction de l'inflation. Et elle perd des marchés. Elle continue à exporter en Chine, elle fait 3% en 2022, mais elle fait plus 37% des importations en Allemagne.
Donc son modèle est en train de se fragiliser et là elle se dit mais peut-être qu'il faut qu'on ait une réaction européenne. Et c'est là qu'on a une position commune entre la France et l'Allemagne, mais parce qu'il y a un mouvement de position et donc l'Allemagne a une réaction et est capable de tirer. Mais si la France seule bouge, personne ne suit. Si l'Allemagne seule avait décidé de bouger, l'Europe aurait suivi. Et c'est là que c'est problématique. C'est qu'on est un peu, et en plus comme on est un peu le mauvais élève, à plein d'égards, notre balance commerciale, notre niveau de chômage, notre désindustrialisation, quand on se pointe dans les instances européennes pour demander quelque chose, c'est le mauvais élève qui demande du protectionnisme. Et on n'est pas... Je pense qu'on est... On a perdu aujourd'hui en termes de crédibilité et d'image. Oui, mais justement, tu parles de réaction, de coopération européenne. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on va arriver à refaire en France une vraie stratégie industrielle et comment? Et je m'explique par rapport au niveau européen. Moi, quand j'étais tout jeune à l'école, je me rappelle vraiment, on nous parlait de, voilà, il faut faire l'Europe, il faut avancer, regardez, on a fait Airbus tous ensemble, on a fait Concorde tous ensemble. Alors que c'était des coopérations entre États qui n'avaient rien à voir avec l'Europe à la base. Et puis moi, je me disais, ça semble très intéressant, ce serait bien qu'on fasse plus de coopération. Et puis j'ai vu année après année voter des lois où on est arrivé à dire que c'est bien entendu tout à fait interdit d'aller faire de nouveau un Airbus ou un Concorde, qu'on ne va jamais faire, je ne sais pas moi, un Windows européen, un Google européen, faire tout ce genre d'outils, parce que c'est interdit, puisque sinon ça va faire de la concurrence à Google, Microsoft, sur fonds publics, et ça c'est interdit. Donc dans ce contexte-là, où finalement on nous a coupé les subventions possibles aux entreprises, les problèmes de compétitivité, de concurrence, les accords à demander maintenant à 27, est-ce que c'est possible encore de faire une politique industrielle? Est-ce qu'on reverra ça? Ou est-ce que ça restera dans l'histoire des réussites françaises des années 1970, avant la chute Alors, c'est vrai on a beaucoup... Airbus est un peu le modèle. Là, très récemment, il fallait faire un Airbus des batteries, donc des batteries pour les véhicules électriques. Et, qui sont à peu près toutes chinoises, rappelons-le, oui, aujourd'hui. Oui. Alors, on a des usines qui vont s'implanter en Europe. Le problème de partir d'entreprises françaises ou autres. Mais le sujet, c'est le contrôle des approvisionnements en matières premières dans les batteries. Parce que les métaux viennent de Chine aussi. Les métaux viennent soit de Chine, soit sont extraits par des entreprises chinoises et raffinés par des entreprises chinoises, mais pas forcément en Chine, en fonction du pays où ils sont présents massivement. En fait, la stratégie de la Chine, elle a été à la fois de sécuriser, parce qu'elle a beaucoup de matières premières critiques sur son territoire, mais pour le moment, elle exploite beaucoup de matières premières critiques en dehors de son territoire. Et donc, elle a encore ses réserves sur son territoire. Et il y a eu une occasion qui s'est présentée d'envisager la création d'un mastodonte européen dans le domaine du ferroviaire, avec la fusion de Siemens, l'allemand, et de Alstom, le français, qui a été refusée par la Commission européenne parce que... Alors après, on pouvait discuter en termes de création d'emplois, de est-ce que c'était pertinent de les fusionner, est-ce qu'on risquait pas... Bon, j'exclus toutes ces considérations. Ça a été refusé parce qu'on considérait qu'on risquait d'avoir une position dominante sur le marché européen et que donc, ça risquait de nuire à la concurrence sur le territoire européen. Et la Commission européenne, dans son avis, n'a pas étudié l'émergence d'un acteur chinois et la présence d'acteurs nord-américains. Et c'est intéressant, il faut que j'arrête de dire marrant de choses qui ne sont absolument pas marrantes, de voir comment on appréhende la concurrence sur le marché européen et qu'on ne considère pas forcément d'autres concurrents. Est-ce qu'on pourra revoir émerger une politique industrielle ? Dans les faits, la politique industrielle reste une compétence propre aux États membres. Là où le problème, c'est qu'on ne peut plus fixer notre cadre, puisque finalement les politiques commerciales, les politiques de concurrence sont à l'échelle européenne. Je pense que oui, on peut faire des choses. Parce que l'Italie, l'Allemagne ont fait des choses. Il y a un syndrome français. On peut critiquer beaucoup l'Union européenne et je pense que c'est une activité qui peut être sans fin parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et peut-être parce que moi, j'ai été éduquée et je sais qu'on me le reproche parfois vraiment dans la culture européenne et que ça met peut-être des biais cognitifs, c'est que l'Europe, elle est aussi un outil. Et qu'on a tendance en France à dire on ne peut pas faire à cause de l'Europe. Mais les commissaires européens, on peut aussi en nommer, on peut aussi prendre des rôles dans les instances. L'Europe, elle a énormément de défauts, mais à un moment,
on pêche aussi par notre inaction. Et c'est facile de dire c'est de la faute de l'Europe. Oui, mais il y a des gens qui ont joué dans ce cadre européen. Il y a les Allemands, il y a les Italiens et les autres. Et ils ont peut-être joué à notre détriment. Et donc, c'est de se dire aussi, moyen le cadre européen, est-ce qu'on ne peut pas le bouger pour que ça serve nos intérêts? Parce qu'on est dans une logique où, je le rappelle, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui m'expliquent qu'il y a une souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a 27 souverainetés nationales. Et quand on dit oui, mais les Allemands, ils ont volontairement voulu détricoter ou un tel, peut-être que leurs choix se sont faits au détriment de nous. Il faut se dire qu'une nation, normalement constituée, elle cherche toujours à défendre ses intérêts et l'intérêt de son peuple avant de défendre les intérêts d'une instance supranationale. Et je pense que c'est ça qui manque peut-être à la France, aux élites françaises, c'est de se concevoir en tant que nation et d'avoir un projet national pour les citoyens français. Ça ne veut pas dire du nationalisme, ça ne veut pas dire tout ça. C'est qu'est-ce qu'on veut, comment on se projette en tant que nation, comment on assume des rapports de force. Les rivalités de pouvoir, ça a toujours existé. C'est le fondement de la géopolitique, l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire. Prenons-en conscience et travaillons pour en tirer des choses à notre avantage. Eh bien, Anaïs, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je vais te poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? C'est une question qui est vraiment quand même pas si simple que ça, parce que parfois on pense découvrir des choses et en fait tout le monde les sait, donc il faut toujours donner la réponse avec une forme d'humilité. Peut-être partager quelque chose qui m'a interrogée récemment autour des batteries pour les véhicules électriques. En fait, on parle beaucoup du lithium dans les batteries pour véhicules électriques, et ce que j'ai découvert, c'est que derrière les batteries qu'on appelle lithium-ion, il y a une diversité de chimie, et que dans une certaine majorité de ces batteries, la part de lithium est minoritaire par rapport à d'autres produits. Le lithium va représenter entre 4 et 6% dans la chimie de ces batteries. Et on va encore retrouver du nickel ou du phosphate ou autre en fonction des chimies choisies. Et moi, je trouvais ça étonnant parce que je me dis, mais on se focalise énormément aujourd'hui sur le lithium. Alors, on a des évolutions qui arrivent sur les chimies des batteries pour véhicules électriques évoluent considérablement ces dernières années, vont continuer à évoluer pour essayer de réduire les besoins en matières premières critiques. Mais moi, je trouvais ça étonnant de me dire, on parle de batterie lithium-ion, mais en fait, la partie lithium est finalement minoritaire. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de procédés de recyclage, quand on retraite ces batteries, ce qu'on récupère, ce n'est pas le lithium à la fin. Parce que notamment, on passe par de la pyrolyse, donc on ne récupère pas le lithium. C'était la première chose. Et après, deuxième chose, en lecture, parce que vous voyez, dans les livres qui m'entourent, il y a énormément, un auteur que j'apprécie particulièrement, notamment que j'ai beaucoup lu dans mes jeunes années, qui est Noam Chomsky. Et c'était difficile de trouver, d'imaginer là une lecture depuis le début qui serait peut-être pas un conseil de lecture que les auditeurs classiques vont. Donc je vais essayer de faire une proposition un peu décalée, et avec deux lectures que j'ai eues récemment. Un d'un garçon qui s'appelle Alexis Carcling-Marché, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Monde selon Balzac, et qui est très intéressant parce qu'il fait tout le parallèle entre ce qu'écrit Balzac et ce qu'il se passe aujourd'hui dans la société. Et je trouve que finalement, on a toujours tendance à se dire « c'était mieux avant, c'était si… » Mais en fait, non, c'était pas mieux avant. Chaque époque a ses problèmes et il y a finalement des redondances à se demander si l'humain apprend vraiment de ses erreurs ou ses comportements. Et le deuxième, qui est vraiment en décalage, mais du coup, je pense qu'il peut intéresser, j'ai découvert récemment une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition Nimrod, qui fait des éditions dans le domaine militaire. Et je trouve que dans une époque où on parle beaucoup de souveraineté, de remontée de la guerre, ils publient des anciens militaires ou des ouvrages militaires. Et j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Alex French, autour du monde des forces spéciales. Et je conseille de lire son livre parce que moi, je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Et je trouve que c'est intéressant de découvrir de nouveaux univers qu'on a en plus tendance à mythifier, surtout peut-être quand on vient plutôt des univers de gauche où on a tendance à regarder le monde militaire avec un peu de défaillance, et d'avoir le témoignage d'acteurs de terrain qui ont vécu ce qu'est concrètement cet univers-là, ça permet peut-être parfois d'aller vers des mondes qu'on aurait tendance à contourner par représentation qu'on peut avoir dessus.